J'ai surpris ma sœur au lit avec mon fiancé. Ma famille leur a pardonné, m'a tendu un piège à Noël, et a essayé de nous réconcilier. Alors, j'ai coupé les ponts avec eux pour toujours, et je me suis construit une nouvelle vie. Avant que je ne plonge dans ce chaos insensé, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Ayant grandi dans une petite ville près de Milwaukee, j'ai toujours pensé que ma famille était mon pilier. Nous n'étions pas le genre de personnes à laisser des choses non dites, ou à passer des mois sans se parler. Ma sœur Dana et moi étions proches, de cette manière compétitive, typique de deux filles sous le même toit. Elle avait 1 an de moins que moi, et on nous avait toujours comparés l'une à l'autre. Elle était du genre charmant et insouciant, tandis que j'étais celle qui avait un plan. Notre frère, Matt, était le Benjamin dans l'ombre de notre père, toujours à absorber chaque once d'attention qu'il pouvait obtenir. Nos parents, Chris et Joanne, étaient des parents typiques du Midwest. Papa dirigeait la maison avec une volonté de faire, et maman était du genre à faire des blagues, et à griller des steaks comme si c'était son passe-temps personnel. Je pensais avoir tout compris, une famille stable, des frères et sœurs en qui je pouvais avoir confiance, et un fiancé que je croyais être mon âme sœur. Ethan est entré dans ma vie lors d'un projet de groupe, pendant ma 3e année à l'université du Wisconsin-Madison. Il avait cette énergie magnétique qui donnait envie d'être dans son orbite. Il était ambitieux, confiant, et ridiculement séduisant. Je suis tombé amoureuse de lui très vite. À la fin du semestre, nous étions en couple. C'était comme un tourbillon, mais je ne l'ai pas remis en question, car tout semblait parfait. J'imaginais notre avenir ensemble, nos carrières, nos enfants, tout. Un jour de novembre, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas un grand geste, juste nous deux, par une fraîche soirée d'automne. Il a dit oui, et nous avons commencé à planifier notre mariage pour l'été suivant. C'était comme le début de la vie dont j'avais toujours rêvé. Et puis, tout a implosé. En mars, j'ai eu un vendredi après-midi calme et sans histoire au travail. J'ai décidé de surprendre Ethan avec son plat à emporter préféré, et de passer la soirée avec lui. Quand je suis entré dans notre appartement, quelque chose clochait. Ses chaussures étaient près de la porte, mais l'endroit était étrangement silencieux, à l'exception de faibles rires venant de la chambre. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai chassé cette pensée, me disant qu'il regardait peut-être une vidéo drôle, ou qu'il était au téléphone avec un ami. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est effondré. Ils étaient là, Ethan et Dana, enlacés dans le lit. Ethan portait le t-shirt trop grand que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, celui avec l'imprimé de cœur un peu kitsch. Il n'était pas difficile de faire le rapprochement. Ils se sont figés, tous les deux me regardant avec des yeux de biche prise dans les phares. C'est drôle comme le silence peut en dire long. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant. Dana, ma propre sœur, a eu l'audace de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Je l'ai fixé, riant presque de l'absurdité de la situation. Ethan n'a pas dit un mot, il s'est juste empressé de se couvrir avec une couverture, comme si cela pouvait effacer ce que je venais de voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. À quoi bon? La preuve était juste devant moi. J'ai regardé Ethan et j'ai dit « Fais tes valises et pars ». Ma voix était calme et stable. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Dana a essayé de dire quelque chose, du genre que ça venait juste d'arriver, mais je l'ai interrompu. Tu es morte pour moi. Je n'étais pas intéressé par ses excuses, ou ses faux remords. Il n'y a pas de ça vient juste d'arriver quand on couche avec le fiancé de sa sœur. Je suis sorti. Je n'ai pas attendu d'explications, ni d'excuses pathétiques. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à la maison d'une amie. Cette nuit-là, alors que je fixais le plafond, la réalité de la situation m'a frappé. Mon fiancé, l'homme que je prévoyais d'épouser, et ma sœur, une personne en qui j'avais confiance, m'avaient trahi de la pire manière possible. Il ne s'agissait pas seulement de la tromperie. C'était le fait qu'ils avaient tous les deux activement choisi de détruire quelque chose qui m'était si cher. Le lendemain de la découverte, je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais bien sûr, ce fut le cas. Pendant que j'étais au travail, Ethan a déménagé de l'appartement. Je lui avais déjà dit de faire ses valises et de partir, donc je pensais que c'était la fin de l'histoire. Mais quand je suis rentré ce soir-là, il y avait un mot sur le comptoir, juste là où nous gardions une photo de nous encadrer. C'était court, mais pas tendre. Il a écrit qu'il était tombé amoureux de Dana, et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal,
suivi de quelques sornettes sur le fait qu'il espérait que je trouverais dans mon cœur la force de leur pardonner. Il a eu le culot de terminer la note par « J'espère qu'un jour, tu pourras être heureuse pour nous. » Heureuse pour eux. J'ai eu envie de rire, mais ce n'était pas drôle. C'était exaspérant. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté à la poubelle. Il n'y avait plus rien à lui dire. L'appartement semblait étrangement silencieux sans ses affaires, mais je m'en fichais. Je voulais qu'il sorte de ma vie le plus vite possible, et maintenant, c'était fait. Ma famille a découvert ce qui s'était passé en quelques jours. Je ne leur ai rien dit. Je suppose qu'Ethan ou Dana ont vendu la mèche. Mon père, Chris, m'a appelé immédiatement. Il était furieux. Pas contre moi, mais contre Dana. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'arrivait pas à croire que sa propre fille puisse me trahir de cette façon. Elle n'est pas la bienvenue ici, répétait-il sans cesse. Au début, ça m'a fait du bien de l'avoir de mon côté, mais je n'étais pas assez naïf pour penser que ça durerait. La loyauté de mon père a toujours été conditionnelle. C'est le genre de personne qui se targue de maintenir la famille unie, même si cela signifie balayer d'énormes trahisons sous le tapis. Je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne commence à défendre Dana. Ma mère, Joanne, c'était une autre histoire. Quand j'ai finalement répondu à l'un de ses appels, elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste soupiré et dit « Eh bien, je suppose que ce sont des choses qui arrivent parfois. » Je n'arrivais pas à y croire. Elle n'était ni en colère, ni contrariée, ni même surprise. Elle a traité la situation comme si Dana avait renversé du café sur ma chemise, au lieu d'avoir anéanti ma relation et ma confiance en elle. Matt, mon jeune frère, a essayé d'être un soutien, mais je sentais qu'il était partagé. Il appelait pour prendre de mes nouvelles, et disait qu'il n'arrivait pas à croire ce que Dana et Ethan avaient fait, mais il y avait toujours une hésitation dans sa voix. Il était coincé entre moi et le reste de la famille, et c'était évident. Pendant des semaines, j'ai ignoré la plupart de leurs appels. Je n'avais pas l'énergie de ressasser ce qui s'était passé, ou d'entendre des excuses sur pourquoi je devrais laisser tomber. Au lieu de ça, je me suis plongé dans le travail. C'était la seule chose qui me permettait de garder la raison. Ma patronne, Cathy, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires et m'a demandé si tout allait bien. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais j'ai admis que je traversais des problèmes personnels. C'est laquelle a mentionné le bureau d'Indianapolis. Apparemment, ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas, et Cathy pensait que je serais parfaite pour le poste. C'était une promotion, et une chance de quitter Milwaukee, loin de Dana, d'Ethan, et de tout le désordre qu'ils avaient créé. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que j'étais intéressé. Quand j'ai parlé de la délocalisation à mes parents, ma mère a simplement dit « C'est bien pour toi. Un nouveau départ pourrait être ce dont tu as besoin. » Mon père, en revanche, a réagi comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Il a pleuré et m'a supplié de reconsidérer ma décision. Et les dîners de famille? Et Noël? Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, Lydia. Je lui ai dit que je ne les abandonnais pas. J'abandonnais Dana. Elle ne fait plus partie de cette famille, a-t-il dit fermement. Mais je ne l'ai pas cru. Mon père a une façon de dire une chose, et de faire exactement le contraire quand ça l'arrange. En juillet, mon intuition s'est confirmée. Dana était de retour à la maison. Mon père m'a appelé un soir, mentionnant nonchalamment qu'ils avaient décidé de la laisser revenir pour un temps, parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Il a agi comme si ce n'était rien, comme s'il n'invitait pas la personne qui m'avait trahi chez lui, tout en s'attendant à ce que je vienne pour les dîners du dimanche. Je n'ai même pas essayé de cacher ma colère. Je lui ai dit que c'était une gifle, qu'il la choisissait elle plutôt que moi. Il a essayé de se justifier en disant « elle est toujours ma fille. Je ne peux pas lui tourner le dos. » J'ai répliqué sèchement « Eh bien, elle n'est plus ma sœur, et je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. » C'est là qu'il a lancé sa campagne pour l'unité familiale. Il n'a cessé de répéter que nous devions guérir, et aller de l'avant en tant que famille. C'était une façon de dire « Pardonne à Dana pour que je n'ai pas à me sentir coupable de l'avoir laissé revenir. » Je n'allais pas tomber dans le panneau. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressé par la guérison, ou par le fait de prétendre que tout allait bien. Tu veux l'unité? Alors arrête peut-être de récompenser la personne qui a tout fait voler en éclats, ai-je dit avant de raccrocher. Après ça, j'ai gardé mes distances. J'étais occupé à préparer mon déménagement à Indianapolis.
J'ai trouvé un appartement, j'ai fait mes cartons, et j'ai pris un nouveau départ dans une ville où personne ne connaissait ma famille, ni mon passé. Quitter Milwaukee n'a pas été facile. J'y avais de bons souvenirs, et une partie de moi avait l'impression de laisser Dana et Ethan gagner en partant. Mais rester aurait été pire. Chaque rue, chaque restaurant, chaque souvenir partagé, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Déménager était la seule façon de vraiment repartir à zéro. Au moment de mon départ, j'avais pratiquement coupé les ponts avec ma famille. Je ne répondais plus à leurs appels, ni à leurs textos. Même les tentatives de Matt pour rester neutre n'avaient plus d'importance. Ils avaient fait leur choix en laissant Dana revenir, et j'avais fait le mien en les laissant derrière moi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réserverait. Mais une chose était claire, j'en avais fini d'être la bonne fille qui faisait toujours passer la famille en premier. Désormais, je me faisais passer en premier. Il était temps de reconstruire, selon mes propres termes. En septembre, je m'étais habitué à ma nouvelle vie à Indianapolis. Couper les ponts avec ma famille avait été la meilleure décision que j'ai prise, même si ce n'était pas facile. Le travail se passait bien. J'avais commencé à me faire de nouveaux amis, et la distance avec tout ce chaos était exactement ce dont j'avais besoin. Puis mon père, Chris, m'a appelé. C'était bientôt son anniversaire, et il voulait que je rentre pour le fêter. J'ai hésité. Ma relation avec lui était tendue depuis qu'il avait laissé Dana revenir à la maison. Mais il a insisté, disant que ce serait juste la famille proche, et que je lui manquais. Contre toute attente, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été long, me donnant bien trop de temps pour remettre ma décision en question. Je me suis dit que je faisais ça pour mon père, même s'il m'avait déçu. Peut-être que ce ne serait pas si terrible s'il n'y avait que lui, ma mère et Matt. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup trop de voitures garées à l'extérieur. Mon estomac s'est noué quand j'ai aperçu la voiture de Dana dans l'allée. Mes mains se sont crispées sur le volant, alors que j'hésitais à faire demi-tour, mais je ne voulais pas donner à mon père la satisfaction de me voir fuir. J'ai décidé d'entrer, de faire court, et de partir dès que possible. Dès que j'ai franchi la porte, mon père m'a accueilli avec un grand sourire, agissant comme si rien ne s'était jamais passé. « Lydia, je suis si content que tu sois venue », a-t-il dit, en me serrant dans ses bras. Son énergie était excessive, comme s'il essayait d'arranger les choses par la simple force de sa volonté. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon, et ils étaient là, Dana et Ethan, assis sur le canapé comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Ethan a même eu le culot de rire à quelque chose que Matt disait, alors que je restais là, figé d'incrédulité. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, ma voix basse mais tranchante. Avant que mon père ne puisse répondre, il m'a pris le bras et m'a entraîné plus loin dans la maison. « Parlons dans le salon », a-t-il dit, comme si cela allait rendre la situation moins horrible. Quand nous sommes arrivés au salon, mon père a commencé son discours habituel sur la guérison et la famille. Il m'a fait asseoir, et s'est lancé dans une tirade expliquant que Dana et Ethan avaient fait une erreur, mais qu'ils étaient vraiment désolés, et qu'il était temps d'aller de l'avant en tant que famille. Dana, toujours aussi effrontée, a ajouté « Je suis désolé, ma sœur. C'est juste arrivé comme ça. » Elle a dit ça comme si elle avait renversé du café sur ma chemise, au lieu d'avoir fait exploser toute ma vie. Ethan a enchaîné avec « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal », ce qui sonnait encore plus ridicule venant de lui. Il n'essayait même pas d'avoir l'air contrit. Je les ai fixés, essayant de comprendre s'ils croyaient réellement à leurs propres bêtises. Le fait qu'ils pensent que cette situation était ne serait-ce que vaguement réparable était presque risible. Je me suis penché en avant, j'ai regardé Dana droit dans les yeux, et j'ai dit « Tu es une excuse pathétique pour une sœur. » Puis je me suis tourné vers Ethan. « Et toi, j'espère qu'elle te trompera aussi. Vous vous méritez l'un l'autre. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Mon père a commencé à dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit « Profite de ta fille en or. Ne m'appelle plus. » En sortant, j'entendais mon père essayer de calmer tout le monde, disant quelque chose comme quoi je finirais par revenir à la raison. Dana n'a pas dit un mot, et Ethan est resté assis là. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans me retourner. Mon esprit était en ébullition. Comment mon père pouvait-il penser que c'était acceptable? Comment pouvait-il s'attendre à ce que je pardonne et que j'oublie, comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur, et non d'une trahison qui avait déchiré ma vie?
J'ai passé le reste de la journée à essayer de me calmer, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette colère. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête, regrettant de ne pas en avoir dit encore plus. Une partie de moi voulait appeler mon père et déverser tout ce que je ressentais, mais je savais que ça ne changerait rien. Il avait déjà fait son choix en accueillant Dana et Ethan dans sa vie. Ce soir-là, j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué celui de Dana. Même si elle ne m'avait pas contacté depuis des mois, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ou Ethan n'essaient de nouveau de clarifier les choses, et je ne voulais pas avoir à gérer ça. Pendant les semaines qui ont suivi, je suis resté dans mon coin. Le travail est devenu mon refuge, et je me suis jeté sur tous les projets que je pouvais trouver. Mes collègues ont probablement pensé que j'étais simplement super dévoué. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment canaliser ma frustration autrement. J'ai aussi arrêté de consulter les réseaux sociaux. Voir des photos de ma famille ne ferait que me rappeler ce qui s'était passé, et je n'avais pas besoin de cette négativité. Je me disais que j'étais mieux sans eux. Mais ça faisait toujours mal de savoir que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient laissé tomber si complètement. Finalement, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. La distance aidait, et je reconstruisais lentement ma vie. Je me disais que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais créer ma propre version de la famille, avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Mon père n'était pas du genre à abandonner facilement, et j'avais le pressentiment qu'il trouverait un autre moyen de me ramener dans ce drame. Pour l'instant, cependant, je me contentais de garder mes distances et de me concentrer sur moi-même. Qu'ils aient leur unité familiale. Je préférais être seul qu'entouré de gens qui ne m'accordaient aucune valeur. S'ils voulaient vivre dans le déni de ce que Dana et Ethan avaient fait, c'était leur choix. Je n'allais pas en faire partie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine. J'en avais fini de les laisser dicter ma vie. Désormais, je vivais selon mes propres règles. En janvier, la vie à Indianapolis était devenue tout ce que j'avais espéré. Ça faisait du bien d'être à des kilomètres du chaos que ma famille avait créé. Je ne me réveillais plus en colère tous les jours. J'avais de l'espace pour respirer, réfléchir, et me concentrer sur moi-même. C'est à ce moment-là que Sam, mon lointain cousin, m'a contacté par message. Je le connaissais à peine. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois lors d'événements familiaux au fil des ans, et même là, je ne pense pas que nous ayons jamais échangé plus de quelques mots. Alors, quand il m'a écrit de nulle part, disant qu'il déménageait à Indianapolis et qu'il aurait besoin d'aide pour s'installer, j'étais sceptique. Au début, j'ai hésité à ignorer complètement son message. Ma famille avait prouvé à maintes reprises que s'impliquer avec eux, même de manière périphérique, était une erreur, mais une partie de moi se sentait mal. Sam ne m'avait rien fait personnellement, et il ne connaissait peut-être même pas toute l'histoire. De plus, il semblait vraiment nerveux à l'idée de déménager seul dans une nouvelle ville. Contre toute attente, j'ai accepté de l'aider. Le week-end est arrivé, et je me suis rendu à l'adresse qu'il m'avait envoyée. C'était un petit complexe d'appartements dans un quartier plus calme de la ville. Et alors que j'entrais dans le parking, tout semblait normal. C'était jusqu'à ce que je voie le camion U-Haul, et deux silhouettes très familières en train de décharger des cartons, Dana et ma mère. Pendant un instant, je me suis figé, agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon premier instinct a été de sortir du parking en marche arrière et de ne jamais regarder en arrière. Mais avant que je puisse le faire, la porte d'entrée de l'appartement s'est ouverte, et mon père en est sorti. Il m'a repéré immédiatement et m'a fait signe, comme s'il s'agissait d'une réunion de famille, et non d'un piège. « Lydia, attends » a-t-il crié, en trottinant vers ma voiture. J'ai mis la voiture au point mort et je suis sorti, mais je ne me suis pas approché. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » ai-je demandé, en désignant Dana et ma mère, qui se tenaient maintenant maladroitement près du camion. Mon père m'a lancé son regard habituel de « soyons tous raisonnables » et a commencé à divaguer sur le fait que Sam avait juste besoin d'un coup de main, et qu'il était logique que la famille se réunisse. Il était clair que le problème n'était pas du tout Sam. Il s'agissait pour eux de trouver un autre moyen de me forcer à une sorte de réconciliation. Dana, toujours la reine des excuses hypocrites, s'est avancée, les larmes déjà aux yeux. « Je suis désolée, Lydia » a-t-elle dit, sa voix tremblant comme si elle passait une audition. « Je sais que j'ai tout gâché. Je veux juste arranger les choses. » Je l'ai regardée, complètement impassible. C'était le même scénario qu'elle avait essayé à la fête d'anniversaire de mon père,
et c'était tout aussi pathétique maintenant qu'à l'époque. Puis ma mère a décidé d'intervenir. Lydia, allez, a-t-elle dit, son ton étant ce mélange irritant d'exaspération et de condescendance qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que je n'étais pas raisonnable. Tu t'accroches à cette rancune, et ça déchire la famille. Sois la plus intelligente. C'en était trop. L'entendre me dire d'être la plus intelligente, comme si les actions de Dana étaient une erreur mineure que je devais surmonter, m'a fait perdre les pédales. Elle n'avait aucune idée de ce que ça faisait d'être trahie par sa propre sœur, de perdre non seulement une relation, mais aussi la confiance que l'on avait dans les personnes les plus proches. Quand ma mère s'est approchée et a posé une main sur mon épaule, j'ai réagi sans réfléchir. Mon poing a heurté son visage avant même que je réalise ce que je faisais. Le son a été sec, et pendant un instant, tout s'est arrêté. Ma mère a reculé, se tenant la mâchoire, et m'a regardé, sous le choc. Dana avait l'air de vouloir disparaître, et mon père, comme on pouvait s'y attendre, a fondu en larmes. Lydia, a-t-il sangloté, comme si c'était moi qui gâchais tout. Comment as-tu pu? Dana a marmonné quelque chose à voix basse, disant que j'allais trop loin, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Ne me suivez pas, ai-je dit par-dessus mon épaule. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement bloqué Samedi. Je me fichais de savoir s'il faisait partie du coup monté, ou s'il n'était qu'un pion dans le dernier stratagème de mon père. Dans tous les cas, je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé en essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'étais pas fier d'avoir perdu mon sang-froid, mais je ne le regrettais pas non plus. Ma mère avait dépassé les bornes, et si un coup de poing au visage était ce qu'il fallait pour leur faire comprendre que je n'allais pas me laisser manipuler, qu'il en soit ainsi. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. Mon père avait toujours été prêt à se plier en quatre pour protéger Dana, peu importe les dégâts qu'elle causait. Et ma mère, elle, était plus soucieuse de maintenir la paix que de s'attaquer réellement au problème. Je me suis demandé depuis combien de temps il préparait ça. Avait-il parlé à Sam pendant des semaines, le convainquant de me contacter, ou était-ce une idée de dernière minute? Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que j'étais parti avant qu'ils ne puissent me réintégrer dans leur cercle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement, parce que j'avais tenu bon, mais tristesse, parce que c'était un rappel de plus de l'état déplorable de ma famille. Il n'y avait rien à réparer. Ils ne voyaient pas la trahison de Dana et d'Ethan pour ce qu'elle était, et ils ne le verraient jamais. J'ai décidé ce jour-là de couper les ponts encore plus radicalement. Je n'allais plus leur donner d'autres occasions de me mêler à leur désordre. Ma vie à Indianapolis était belle, et je n'allais pas les laisser la gâcher. Quoi qu'ils veuillent de moi une conclusion, un pardon, ou un retour à la normale, ils ne l'obtiendraient pas. J'en avais fini d'être le bouc émissaire, celle qui devait maintenir la famille unie pendant que tous les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Désormais, je me concentrais sur moi-même. Ils pouvaient garder leurs fausses excuses et leur unité familiale forcée. Je n'avais besoin de rien de tout ça. En décembre, j'étais dans un bien meilleur état d'esprit, émotionnellement et mentalement. La vie à Indianapolis était stable, et j'avais commencé à sortir avec Hunter, un homme de 24 ans qui est rapidement devenu mon rock. Il était tout ce dont j'avais besoin, gentil, drôle, encourageant, et surtout, il respectait mes limites. Il connaissait les problèmes avec ma famille et ne m'a jamais, pas une seule fois, poussé à renouer le contact. La famille de Hunter vivait à Chicago, et il m'a invité à passer Noël avec eux. C'était la première fois depuis des années que j'attendais les fêtes avec impatience. Ses parents étaient chaleureux et accueillants. Ses frères et sœurs étaient formidables, et il n'y avait aucune de la tension et du drame qui avait tourmenté mes réunions de famille depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Une semaine avant Noël, cependant, j'ai reçu une lettre par la poste. J'ai failli l'ignorer, car je ne reconnaissais pas l'écriture. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué. Elle venait de mon père. Il écrivait que Dana et Ethan s'étaient mariés, et que mes parents étaient maintenant séparés. Il n'entrait pas dans les détails sur la raison, mais il n'arrêtait pas de souligner à quel point la famille avait besoin de moi pour ce Noël. Il me suppliait de rentrer à la maison, disant que ce pourrait être une chance de guérir et d'aller de l'avant. J'ai lu la lettre 2 fois, essayant de comprendre ce qu'il demandait vraiment. S'agissait-il de moi, ou était-ce juste une autre tentative pour réparer le gâchis que Dana avait créé? La mention de leur mariage me donnait la nausée.
C'était comme une gifle, un rappel qu'ils étaient passés à autre chose sans le moindre remords pour ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai montré la lettre à Hunter, il a suggéré de laisser tomber. Tu ne leur dois rien, a-t-il dit doucement. Si ça ne fait que te blesser, il n'y a aucune raison de t'infliger ça. Il avait raison, bien sûr, mais une petite partie de moi se sentait encore coupable. Pas d'avoir coupé les ponts, mais du fait que je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment d'obligation que mon père avait toujours essayé de m'inculquer. Finalement, j'ai décidé de passer Noël avec la famille de Hunter. Ils vivaient dans une maison confortable dans la banlieue de Chicago, et dès que nous sommes arrivés, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ses parents m'ont accueilli avec des câlins, et son père s'est immédiatement mis à s'agiter pour savoir si je préférais un chocolat chaud ou un cidre chaud. C'était simple et sain, d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Nous avons passé le réveillon de Noël à décorer le sapin, à faire des biscuits, et à jouer à des jeux de société. C'était le genre de vacances que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Pour une fois, je n'attendais pas qu'une dispute éclate. Le matin de Noël a été tout aussi paisible. La famille de Hunter avait pour tradition d'ouvrir les cadeaux en pyjama, et ils avaient même préparé une chaussette pour moi avec mon nom dessus. C'était attentionné, simple, et ça m'a fait sentir que j'étais à ma place. Mais même au milieu de toute cette chaleur et de ce bonheur, la pensée de ma famille persistait au fond de mon esprit. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils faisaient. Si mon père était assis seul dans la maison, si ma mère célébrait quoi que ce soit, ou si Dana et Ethan jouaient au couple heureux pendant que les autres faisaient semblant que tout allait bien. J'ai repoussé ces pensées et je me suis concentré sur le moment présent. Je n'allais pas laisser leur drame me gâcher ce moment. En janvier, alors que je reprenais ma routine, j'ai reçu un email de Matt. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, donc voir son nom dans ma boîte de réception était une surprise. Contre toute attente, je l'ai ouvert. Matt écrivait que ma mère vivait maintenant dans un motel, et que Dana et Ethan avaient des difficultés financières. Il n'entrait pas trop dans les détails, mais il laissait entendre que la situation professionnelle de Dana n'était pas stable, et qu'Ethan était apparemment malheureux dans leur mariage. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre pourquoi Matt pensait que j'avais besoin de savoir tout ça. Cherchait-il de la sympathie? S'attendait-il à ce que j'intervienne et que j'arrange les choses? Si c'était le cas, il allait être déçu. Je n'ai pas répondu à l'email. Que étais-je censé dire? Désolé d'apprendre ça, mais ce n'est pas mon problème. Je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans leur désordre. Peu importe à quel point les choses allaient mal pour eux, ils avaient fait leur choix, et maintenant, ils devaient vivre avec les conséquences. Pourtant, une partie de moi se sentait vengée. Ils avaient des difficultés, et même si je ne prenais pas plaisir à leur souffrance, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était le karma qui les rattrapait. Dana et Ethan avaient détruit ma vie, et maintenant, leur petite bulle parfaite commençait à se fissurer. Hunter a remarqué que j'étais plus silencieuse que d'habitude ce soir-là et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai parlé de l'email, et il a simplement hoché la tête, son expression douce mais ferme. Tu as fait le travail difficile de passer à autre chose, a-t-il dit. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Il avait raison. J'avais passé trop de temps à reconstruire ma vie pour laisser leurs problèmes me faire dérailler maintenant. Ce qui se passait avec ma famille n'était plus ma responsabilité. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'email de Matt et j'ai bloqué son adresse. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Je n'allais pas les laisser utiliser la culpabilité ou la pitié pour se frayer un chemin dans ma vie. Ce Noël avec la famille de Hunter a été un tournant. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que signifiait être vraiment libéré de la toxicité dans laquelle j'avais grandi. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille, ni de leur validation. J'avais trouvé des gens qui se souciaient de moi pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Le chaos de mon passé n'allait plus me définir. J'avais construit une nouvelle vie, et je ne regardais pas en arrière. Au mois de juin, je me sentais bien par rapport au chemin parcouru. Ma vie à Indianapolis était stable. Ma relation avec Hunter se renforçait de jour en jour. Et ma famille n'était plus qu'un lointain souvenir. Je les avais tous bloqués, j'avais ignoré toutes leurs tentatives de contact peu convaincantes, et je m'étais entièrement concentré sur moi-même. Mais bien sûr, ils n'en avaient pas fini avec moi. Je me préparais à sortir pour un jogging quand j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figé. C'était Matt. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an,
et pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison. Mais finalement, j'ai ouvert la porte, et il s'est immédiatement mis à pleurer. « Lydia, je suis tellement désolé, » a-t-il dit, en entrant dans le couloir avant que je ne puisse l'inviter. « J'aurais dû te défendre davantage. J'aurais dû en faire plus. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. Pendant si longtemps, Matt avait été cette présence passive dans ma vie, quelqu'un qui ne m'avait jamais directement fait de mal, mais qui ne m'avait jamais vraiment défendu non plus. L'entendre prendre ses responsabilités était inattendu, et je ne savais pas comment réagir. J'ai coupé les ponts avec Dana et Ethan, a-t-il poursuivi. Et papa, je n'en pouvais plus. J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Qu'est-ce que tu veux, Matt? Il a hésité, en essuyant ses yeux. Je veux juste parler. Maman veut parler aussi. Est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? J'aurais dû dire non. Chaque instinct en moi hurlait de fermer la porte et de continuer ma journée. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait suppliant, désespéré qui m'a fait hésiter. Contre toute attente, j'ai accepté. Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville. Matt était déjà là quand je suis arrivé, assis avec notre mère, Joanne. Je ne l'avais pas vu depuis que je l'avais frappé au visage devant l'appartement de Sam, et la tension entre nous était palpable. Elle s'est levée à mon approche, tendant une main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de ça, je me suis assise en face d'eux et j'ai attendu que l'un d'eux parle. « Je suis désolé », a finalement dit ma mère, la voix basse. « Pour tout. J'aurais dû faire plus pour te protéger. J'aurais dû gérer les choses différemment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. » Pendant un bref instant, j'ai senti une lueur d'espoir, me disant que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être sauvées. Puis la porte du restaurant s'est ouverte, et mon père est entré. Je me suis immédiatement tendu, et ma mère a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. « Il voulait venir », a-t-elle dit, comme si cela excusait de m'avoir prise par surprise. Et bien sûr, juste derrière lui, se trouvaient Dana et Ethan. Je me suis levé, prête à partir, mais Matt m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, Lydia, écoute-les au moins. » C'en était trop pour moi. Je me suis levé, coupant la parole à mon père avant même qu'il ne commence à parler. « Vous n'êtes plus ma famille, » ai-je dit, ma voix froide et stable. « Vous voulez le pardon? Trouvez quelqu'un d'autre à manipuler. J'en ai fini. » J'ai jeté quelques billets sur la table pour mon café et je suis sorti, ignorant les voix qui m'appelaient. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il pouvait supplier, plaider et pleurer autant qu'il le voulait, mais j'en avais fini d'être le bouc émissaire de leur dysfonctionnement. Maintenant, à 28 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis que le chaos de ma famille a éclaté. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, ça ne me semble presque pas réel, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Mais les cicatrices me rappellent que tout était bien trop réel. La bonne nouvelle, c'est que j'en suis sorti plus forte, plus sage, et entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Hunter et moi nous sommes fiancés l'année dernière. Ce n'était rien d'extravagant, juste nous deux dans notre parc préféré à Indianapolis. Je n'ai pas cherché le grand geste, car j'avais appris que le véritable amour n'a pas besoin de spectacle. Quand je lui ai demandé de m'épouser, il a pleuré et a dit oui immédiatement. Ce moment a été comme la dernière pièce du puzzle que j'essayais de résoudre depuis que tout s'était effondré. Il n'est pas seulement mon fiancé, il est mon partenaire dans tous les sens du terme. Il m'a soutenu à travers tous les hauts et les bas, m'a écouté sans jugement, et n'a jamais essayé de me repousser vers la famille que j'avais laissée derrière moi. Avec lui, je me sens en sécurité d'une manière que je n'aurais jamais cru possible après ce que Dana et Ethan ont fait. La plus grande nouvelle, cependant, c'est que nous attendons notre premier enfant. C'est une fille, et chaque fois que je pense à la tenir dans mes bras pour la première fois, je ressens un mélange écrasant d'excitation et de nervosité. Je n'aurais jamais pensé être prête pour la maternité après le désordre dans lequel j'ai grandi. Mais la confiance de Hunter en nous me donne de l'espoir. Nous allons faire tout notre possible pour donner à notre fille une vie pleine d'amour, de respect et de stabilité, le genre de vie que je n'ai pas eu. L'une des premières mesures que j'ai prises pour couper complètement les ponts avec ma famille a été de changer mon nom de famille. Je ne me suis pas précipité. Pendant un certain temps, j'ai pensé que c'était peut-être trop extrême, ou que ça ne ferait pas une grande différence. Mais avec le temps,
j'ai réalisé que mon nom de famille ressemblait à une encre me retenant au passé, et j'étais prête à la lâcher. C'était un sentiment étrange, de me tenir au tribunal et de remplir les papiers. Quand le juge a approuvé la demande, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu, comme si j'avais enfin fermé la porte que j'avais eu peur de fermer complètement. J'ai choisi un nom de famille qui avait du sens pour moi, quelque chose lié à un héros personnel plutôt qu'à mon arbre généalogique. Hunter m'a totalement soutenu. Il a même plaisanté en disant qu'il prendrait mon nouveau nom de famille une fois que nous serions mariés, en ajoutant « Nous commençons notre propre héritage maintenant ». Cette phrase m'a vraiment marqué. L'idée de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de séparé de toute la douleur et la trahison, est devenue mon objectif. J'ai entendu des bribes de ce qui se passe avec ma famille depuis que j'ai coupé les ponts. Non pas parce que je cherche à le savoir, mais parce que des connaissances communes gaffent parfois et le mentionnent. Apparemment, mes parents sont maintenant officiellement séparés. Ma mère vit dans une minuscule location en périphérie de la ville, et mon père est toujours dans la maison familiale, essayant de sauver les apparences. Dana et Ethan, disons simplement que le karma n'a pas été tendre avec eux. Ils sont noyés sous les dettes. Et d'après ce que j'entends, leur mariage bat de l'aile. Ethan a perdu son emploi, et la situation professionnelle de Dana est loin d'être stable. L'ironie ne m'échappe pas. Après tout ce qu'ils ont fait pour me détruire, ce sont eux qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Quant à Matt, sa fiancée l'a quitté quelques mois avant leur mariage. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je ne tiens pas à les connaître. Il a fait son choix de soutenir Dana et Ethan quand ça comptait le plus, et ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles directement, c'était il y a plus d'1 an, quand mon père m'a envoyé une autre lettre me suppliant de renouer le contact. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée directement à la poubelle. Quel que soit le regret qu'ils ressentent maintenant, c'est leur fardeau à porter, pas le mien. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à travers tout cela est l'importance de fixer des limites. Pendant si longtemps, j'ai laissé ma famille me bousculer, me culpabiliser pour que je leur pardonne, et me faire sentir que leur problème était ma responsabilité. Couper les ponts n'a pas été facile. C'était désordonné, mais c'était la seule façon de vraiment aller de l'avant. Parfois, je me demande si ma famille regarde en arrière et regrette ses choix. Pense-t-il à la douleur qu'ils ont causée? Réalise-t-il à quel point ils ont perdu en me trahissant? Je ne le saurai probablement jamais. Et ce n'est pas grave. Leur regret, ou leur absence de regret, n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé la paix. Si quelqu'un qui lit ceci traverse quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de s'éloigner des relations toxiques, surtout quand il s'agit de la famille. Mais parfois, c'est le seul moyen de protéger votre paix intérieure et de créer la vie que vous méritez. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens dans votre vie simplement à cause d'un ADN partagé. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, et qui vous aiment inconditionnellement. Et avec Hunter à mes côtés et notre petite en route, j'ai enfin la famille que j'ai toujours voulu.